1/160th second for shadow photography on the sequence camera. Okay. Neil, this is Houston, we're copying. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité de la conquête spatiale toutes les semaines. On commence cette semaine par un adieu. Après 14 ans passés à étudier le système saturnien, la sonde Cassini vient de réaliser son grand final avec une plongée vertigineuse dans l'atmosphère de la géante gazeuse. Cette fin, pleine de panache, s'accorde avec une des missions les plus ambitieuses et réussies de l'histoire de l'exploration spatiale. La mission Cassini-Huygens a été lancée en octobre 1997. Fruit d'une collaboration entre la NASA et l'ESA, la mission s'articulait autour d'une sonde, Cassini, et d'un atterrisseur, Huygens, destiné au satellite Titan. Cassini a donc pu s'injecter en orbite autour de Saturne en 2004, après un voyage de presque 7 ans. Le système saturnien et ses nombreux satellites étaient alors relativement mal connus. La planète avait été survolée par les missions Pioneer 11, Voyager 1 et 2. Mais Cassini a été la première sonde à se mettre en orbite autour de la géante gazeuse. Les découvertes de la sonde ont révolutionné notre compréhension du système saturnien. L'année suivant son arrivée, l'atterrisseur Huygens, conçu par l'Agence spatiale européenne, s'est détaché de la sonde pour aller se poser sur la surface de Titan, le plus grand satellite de la planète. On a pu découvrir de près ce satellite incroyable, qui ressemble à une Terre primitive avec son atmosphère dense, ses saisons et son cycle liquide basé sur le méthane. Mais Titan n'est pas le seul satellite qui a surpris les scientifiques. L'une des plus grosses découvertes de la sonde Cassini, c'est la lune Encelade. On croyait que celle-ci n'était qu'une boule glacée. La sonde nous a révélé des geysers, signe que la petite lune abrite un océan liquide sous une épaisse couche de glace. Titan et Encelade sont aujourd'hui des cibles privilégiées pour la recherche de vie extraterrestre. La mission de la sonde s'est révélée incroyablement longue. Elle a été allongée 2 fois par rapport à la mission prévue à l'origine, grâce notamment à l'excellente résistance de la sonde et à ses réserves importantes de propergol. Il a été décidé de détruire la sonde en la faisant rentrer dans l'atmosphère de Saturne le 15 septembre dernier. Cette destruction a été voulue pour 2 raisons. Tout d'abord, pour éviter que la sonde ne s'écrase sur Encelade et Titan, en risquant de contaminer les lunes avec des organismes terrestres. Cette fin de mission a donc été aussi l'occasion de prendre des risques en faisant passer la sonde à l'intérieur d'un des anneaux de Saturne, ce qui a permis de préciser sa masse. La sonde est rentrée dans l'atmosphère de la géante gazeuse à la vitesse de 31 km par seconde. Malgré l'utilisation de ses dernières réserves de carburant pour tenter de la stabiliser, elle a très vite été désintégrée par frottement de l'atmosphère saturnienne. Il semble que l'humanité va maintenant laisser Saturne en paix pendant au moins une décennie. La NASA étudie plusieurs propositions de missions pour un lancement d'une nouvelle sonde en 2025. Et bien sûr, ces missions se concentrent essentiellement sur Titan et Encelade. Et cela se comprend étant donné l'énorme potentiel de découverte de ces 2 lunes. En attendant, pour plus d'exploration de géantes gazeuses, il faut se tourner vers Jupiter et la sonde Juno qui vient d'arriver en orbite. Celle-ci nous promet d'en apprendre plus sur la plus grande planète du système solaire et sur le rôle qu'elle a joué dans la formation de ce système. Allez, on fait un bond de 40 années-lumière pour aller voir du côté de Trappiste 1, une étoile naine située dans la constellation du Verseau. En février dernier, une équipe d'astronomes européens avait annoncé la découverte de 7 planètes telluriques en orbite autour de Trappiste 1. Les planètes telluriques sont principalement composées de roches et de métal, comme la Terre. Et parmi ces 7 planètes, il y en a 3 qui pourraient se trouver dans la zone habitable de leur étoile. Le mois dernier, une équipe menée par Vincent Bourrier de l'Université de Genève est venue apporter de nouvelles informations sur ce système planétaire.
Grâce à des observations réalisées par Hubble, ils ont pu analyser la quantité de rayonnement ultraviolet que reçoivent chacune de ces planètes. Ces observations ont permis de mettre en évidence les pertes en hydrogène dont souffre l'atmosphère de ces planètes. En effet, les rayons ultraviolets sont à l'origine d'un processus appelé photodissociation, au cours duquel les molécules d'eau se fractionnent en hydrogène et en oxygène. Les couches d'hydrogène, plus légères, s'élèvent alors dans les plus hautes strates de l'atmosphère et peuvent s'échapper de l'attraction gravitationnelle de la planète. En observant les pertes en hydrogène des planètes de TRAPPIST 1, l'équipe de Vincent Bourrier a donc pu estimer leur potentiel d'abriter de l'eau. Les planètes qui sont les plus proches de l'étoile semblent être celles qui ont le plus souffert des pertes d'hydrogène et donc d'eau. L'équipe scientifique pense que les planètes TRAPPIST 1b et 1c ont perdu jusqu'à 20 fois la quantité d'eau présente sur Terre au cours de leur histoire. Ce seraient donc actuellement des planètes stériles et mortes. La faute au rayonnement ultraviolet intense dû à la proximité de l'étoile. Cependant, les autres planètes auraient beaucoup moins souffert du phénomène. Cela comprend les planètes TRAPPIST 1e, 1f et 1g qui se situent dans la zone habitable de leur étoile. Ces résultats nous permettent de revoir nos jugements sur l'habitabilité des systèmes orbitant autour de naines rouges, les étoiles les plus nombreuses de notre galaxie. Il est encore impossible de déduire de ces résultats si certaines planètes de TRAPPIST 1 accueillent de l'eau liquide. Il est toutefois intéressant de noter qu'en plus de détecter des exoplanètes, on commence à mettre au point des techniques indirectes pour analyser leur atmosphère et réunir un nombre croissant d'indices sur les conditions qui règnent à leur surface. On est très impatient de voir le télescope James Webb à l'œuvre. Ce dernier sera lancé en octobre 2018 et réalisera des observations dans le spectre infrarouge. À voir si les astronomes du monde entier seront capables d'exploiter ces capacités pour nous en apprendre toujours plus sur les exoplanètes qui nous entourent, à commencer par le très riche système planétaire de TRAPPIST 1. On revient sur Terre pour parler de l'atterrisseur InSight. Ce dernier est en train de subir une série de tests avant son lancement l'année prochaine à destination de la planète rouge. InSight est un robot d'études conçu par la NASA pour explorer les profondeurs du sous-sol martien en utilisant la sismologie et la géodésie. Il ne s'agit pas d'un rover, mais d'un robot stationnaire qui restera sur son site d'atterrissage. En étudiant les profondeurs de Mars, on peut paradoxalement en apprendre plus sur la Terre. En effet, Mars est une planète relativement inactive depuis 3 milliards d'années. Son manteau rocheux a donc très peu évolué depuis cette période. Or, on pense la Terre et Mars très similaires dans leur structure. L'activité du manteau terrestre rend difficile l'étude de son passé. En s'intéressant à Mars, on peut donc regarder une photo du manteau terrestre il y a 3 milliards d'années. InSight devrait prendre ses quartiers près de l'équateur martien. Il sera alimenté en énergie grâce à 2 panneaux solaires circulaires. Il déploiera ces 2 instruments à l'aide d'un bras robotisé. Le premier est un sismomètre de précision qui enregistrera toute trace d'activité sismique dans la zone d'atterrissage du robot. Cet instrument a été conçu par le CNES. Son deuxième instrument sera un capteur de flux de chaleur. Il doit s'enfoncer à 5 mètres sous la surface du sol. C'est plus profondément qu'aucun instrument ou outil sur Mars jusqu'à présent. Il servira à déterminer l'activité thermique du noyau et à comprendre l'histoire géothermique de la planète rouge. La mission est initialement prévue pour durer 2 ans. On peut cependant espérer qu'InSight se montrera à la hauteur des objets posés par la NASA à la surface de Mars et qu'il vivra donc bien au-delà de cette date. La mission embarque avec elle 2 CubeSats. Ces derniers devront servir de relais de communication durant la phase de descente du robot. Incapables de s'insérer en orbite martienne par leurs propres moyens, ils poursuivront alors une trajectoire qui les placera dans une orbite autour du Soleil. Mars est aujourd'hui une planète dont le noyau est presque inactif. Vous pouvez d'ailleurs consulter le dossier intitulé « La mort de Mars » pour en apprendre plus sur le sujet. Avec InSight, la NASA espère pouvoir étudier la faible activité résiduelle. Cela devrait aussi permettre de déterminer en partie la composition du manteau martien. Enfin, le sismomètre devrait être assez sensible pour capter les impacts de météorites sur la planète rouge. En étudiant leur fréquence, il sera possible de mieux comprendre les risques associés pour une éventuelle mission habitée. Rendez-vous en mai de l'année prochaine pour le lancement de l'atterrisseur.
C'est actuellement la seule mission prévue pour la fenêtre de tir martienne de 2018, avant l'invasion d'orbiteurs, d'atterrisseurs et de rovers qui partiront à l'assaut de la planète rouge en 2020. Voilà, on est déjà arrivé au bout de ces actualités spatiales. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans l'espace commentaires. Vous trouverez les sources qui ont servi à l'écriture de ces articles en description. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.